suis ravi d'avoir déjà écouté les premières conférences et puis d'écouter celles qu'il va y avoir après. Je partage votre intérêt pour la science ouverte et je pense vraiment que c'est un enjeu à la fois éthique et même tout simplement de productivité. Euh, et que quand on en parle avec les gens, en apparence, tout le monde dit que c'est fantastique, on va le faire, etc. Et en réalité, je l'ai testé personnellement, même au CESP. Quand on décide de le faire, eh ben, on se rend compte qu'il y a des freins partout et que ça résiste et que voilà. Donc, quand ça résiste, il faut comprendre pourquoi. Donc, partager les codes, a priori, c'est plus facile, surtout dans le monde de la médecine, c'est plus facile que de partager des données. Et sur Internet, en fait, il y a plein de discussions, il y a même des papiers qui discutent de l'intérêt du partage de code et pourquoi on a du mal à le faire. Donc là, j'en ai trouvé un, c'est sur un blog de UCL, une université londonienne. Alors pourquoi on devrait partager les codes? Ben, d'abord, ça permet de faire que quand on programme quelque chose, ben, si quelqu'un a programmé la même chose, ben, on utilise le même code et c'est quand même une évidence. Ça permet de montrer le travail que vous avez fait, parce que souvent, le travail de codage, ben, ça prend un temps considérable, en particulier le travail de data management, et que c'est souvent passé sous silence. On ne voit pas ce travail et donc de publier votre code, ben, vous pouvez dire, ben, vous renvoyez, regardez ce que j'ai fait, donc les gens vont voir, ah oui, il a bossé. Alors bien sûr, ça améliore la transparence et la reproductibilité du travail, c'est juste une évidence, c'est transparent puisque c'est public et c'est reproductible puisque les gens peuvent le prendre et le faire tourner. Ça facilite la quantité du travail et ça, vous le savez aussi, ici on a des cohortes dont certaines ont un recul considérable et que ben, les humains, eux, enfin les chercheurs et les ingénieurs et les techniciens, ben, ils peuvent changer de boutique. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de récupérer ce qu'avait fait un collègue et même de reproduire des analyses qui ont déjà été faites 6 ans avant, c'est juste l'enfer. Hein. C'est juste l'enfer. Et donc de bien publier le code, ben, ça permettrait de faciliter la continuité, d'améliorer votre réputation et de tisser des liens avec d'autres scientifiques, puisque les gens voient votre code et ils voient que vous savez programmer, que donc vous êtes quelqu'un de bien. Ça peut être intéressant pour l'enseignement et l'apprentissage, parce qu'effectivement, on prend des bouts de code de gens qui ont fait des beaux programmes et on peut le décortiquer avec des étudiants. Et puis, bien sûr, ça participe à la science ouverte. Donc, voilà. En principe, il n'y a plus qu'à. Alors, oui, mais alors les arguments souvent opposés à ça, ben ça prend du temps et de l'effort, c'est vrai. Faut être honnête. Quand on programme pour nous, on n'a pas forcément envie que les autres voient la façon dont on a programme. Voilà. Alors, sauf les super pros qui savent très bien programmer, eux, ils sont fiers de montrer leur code, mais ça touche, je dirais, 20% de ceux qui codent, quoi. En tout cas, personnellement, j'aurais du mal à montrer mon code. Et d'ailleurs, comme j'ai écrit une librairie R, ben le code est ouvert et les gens régulièrement me disent qu'elle est programmée comme un sagouin, quoi. Mais je m'en fiche, ça tourne, hein, et ça fait 20 ans que ça tourne, donc c'est pas un problème. Mais c'est mal programmé, voilà. Alors, et c'est vrai que quand on prend un code écrit un peu vite et qu'il faut le remettre en forme pour le présenter, il faut mettre les commentaires, etc. Ça prend du temps et de l'effort et il n'y a pas de rétribution directe à ça. Alors, un autre truc, c'est que ben on a peur de ce que les gens vont dire de la façon dont on code. Et c'est relatif assez à la confiance qu'on a dans notre code. Alors, c'est vrai aussi, mais de notre côté, quand on est dans le business de la science, on sait très bien qu'on publie des papiers, qu'on va se faire reviewer et que les reviewers, ils critiquent ce qu'on écrit. Hein. Et donc, faut accepter que la critique,
y compris la critique injuste et désobligeante, fait partie du process scientifique. C'est comme ça, voilà, ça fait partie de. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la science est forte, c'est que la science, contrairement à d'autres disciplines, par exemple, les philosophes ont beaucoup plus de mal à se critiquer. On écrit un livre, il n'y a pas de reviewer. Hein. Kant, il écrit un livre, il publie, et puis c'est après qu'il est critiqué. Nous, pour publier, on est critiqué. Et, euh, et c'est comme ça et c'est bien. Voilà. Même si c'est pas agréable, faut être honnête. Même avec le temps, c'est pas agréable. Parce que souvent, les critiques sont pas fondées. Alors, on ne sait pas comment partager et avec qui partager. Alors, d'accord, c'est vrai. Donc, on va voir GitHub tout à l'heure. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est pas un peu geek, trop informatique, etc. Donc, il y a des quand on programme en R ou en SAS, est-ce qu'on va sur GitHub ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est une discussion, mais là, c'est quand même un problème mineur. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des endroits où on peut partager ses codes. Alors, craindre que le code soit réutilisé sans sa permission. Alors, d'accord. Mais bon, faut-il craindre que le code soit réutilisé sans notre permission? On en revient tout à l'heure au Creative Commons et tout ça. Bah, Creative Commons, on donne pas la permission, on demande pas la permission de réutiliser ce qu'on a fait. Hein, et c'est un peu l'objectif quand même, c'est que les gens puissent réutiliser sans donner la permission. Alors ça, curieusement, c'était les 4 arguments qui étaient montrés, qui expliquaient qu'il pouvait y avoir des résistances et qu'on pouvait lutter contre. Mais comme on dit d'habitude, il y avait l'éléphant dans la pièce dont on ne parlait pas. C'est que, bien sûr, vous avez bossé pendant 6 mois à écrire un code. Si vous le mettez en ligne, que les gens l'utilisent pour publier avant vous, vous avez tout perdu. Et donc, quand même, c'est-à-dire qu'on dit, ah, la science ouverte, c'est collaboratif, c'est cool, etc. Ben, sauf que quand même, la science, c'est aussi un peu compétitif. Et qu'il y a des articles qu'on publie, et que si quelqu'un publie la même chose que vous 6 mois avant, ben, votre article, il n'a plus la même valeur. Alors, on peut dire que c'est triste que ce soit comme ça, parce que ça devrait être que collaboratif, mais oui, mais la réalité, c'est pas que collaboratif, c'est aussi compétitif. Et que pour avoir un poste, etc., ben voilà. Et donc, et je le sais, et ça, je l'ai entendu au CESP, hein, c'est, ben oui, mais si on a écrit un code qui permet dans le OSNDS de pouvoir associer des schémas de prescription médicamenteuse à une maladie probable, si on a fait ça, c'est comme un secret industriel quelque part. C'est-à-dire que ça a une valeur et que ça nous permet de faire plus de publications. Et alors voilà, ça, c'est comment lutter contre ça. Euh, je crois qu'il va falloir avec le temps que, alors on a entendu tout à l'heure, hein, quand même ça bouge favorablement. Il y a moins de fixettes dans l'évaluation des chercheurs sur les facteurs d'impact, etc., et plus sur qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment. C'est vrai, hein, c'est pas que du baratin. C'est un peu vrai. C'est pas beaucoup vrai, c'est un peu vrai. Donc ça progresse tout doucement vers moins de compétition absurde, parce que je crois que tout le monde a compris que cette compétition absurde détruisait la production scientifique, hein, et qu'il faut que ça change. Voilà. Mais il va falloir du temps. Donc ça, c'était le côté code. Alors maintenant, côté données, alors c'est quelque part encore plus compliqué parce qu'on est vraiment dans une injonction paradoxale qui est pire que celle qu'on a vue pour la science ouverte tout à l'heure avec les publications. C'est que d'un côté, il faut de la science ouverte. On a récolté, enfin l'argent public a permis de récolter des données qui vont permettre de créer du savoir et de faire avancer la médecine pour nous. Eh ben, nous sommes 600 au CESP, mais il y a des millions de personnes qui peuvent chercher sur la planète. Ces données devraient être disponibles à ces millions de personnes pour que eux aussi et elles aussi puissent contribuer à faire avancer les connaissances. Et je crois que c'est quelque chose de difficile de dire contre ça, fondamentalement.
même s'il y a aussi des problèmes de compétition, etc. Mais nous, alors en plus, c'est un excellent alibi à ne pas le faire, c'est qu'il y a l'RGPD. C'est-à-dire que nous, ce sont des données de personnes qui en plus sont potentiellement malades, avec des informations extrêmement sensibles, et donc, on n'a pas le droit. Alors comme quelque part on veut pas et qu'on n'a pas le droit, alors c'est facile, donc rien ne se passe. Et c'est exactement la situation. Alors, là, dans les 20 minutes qui restent, je voulais vous parler de comment ce qu'on propose au CESP pour essayer de vaincre ce paradoxe. Et donc, la solution, qui n'est pas propre ici, sauf que nous, on a trouvé un cas particulier que l'on propose, la solution, c'est de modifier les données pour que elles ne soient plus des données sensibles au sens de l'RGPD, mais qu'elles soient utilisables un peu partout. Et alors, en fait, pour ce séminaire, j'ai fait un petit tour d'horizon de la littérature. Et en fait, déjà dans les années 80, même 70, cette question se posait. J'imaginais pas ça. Par des statisticiens. Et en particulier Rubin, que vous devez connaître, hein, pour être un statisticien, un bricoleur génial, c'est-à-dire qui a touché à tout et qui a fait, chaque fois qu'il touchait des trucs, il faisait des trucs assez, trouver des choses fantastiques. Et il a publié des papiers, on verra tout à l'heure, assez astucieux. Et puis c'est tombé dans l'oubli. Et puis c'est avec les GAFAM, en fait, et j'avais pas réalisé que cette question de l'anonymisation des données est devenue très importante parce qu'en fait, les GAFAM, comme vous le savez, récupèrent nos données et ils les vendent. Mais en fait, quelque part, ils n'ont pas le droit de les vendre comme ça à tout le monde. Il faut que quand ils vendent l'information qu'il y a dans les données. Ils vendent l'information qu'il y a dans ce que vous avez mis. Mais en principe, ce qu'ils vendent, les utilisateurs de la vente ne doivent pas pouvoir revenir à vous. Et donc, du coup, alors, il y a un problème de privacy. Mais alors, eux, c'est pas exactement formulé de la même façon que nous. Eux, c'est avec une question de requête. C'est-à-dire que j'ai des données qui vous appartiennent et je veux m'assurer que ces données, je les stocke, mais je vais permettre à quelqu'un à l'extérieur de faire une requête sur les données que j'ai. Et il faut que l'information contenue, qui est le produit de la requête, ne permette pas de trouver une information qui vous concerne directement. Et comme ça, ils disent, vous nous filez vos données, ok, vous avez signé la case, ces données, on les stockées sur nos ordinateurs, nous, on va s'en servir, mais ça sera toujours en protégeant votre privacy à vous. Mais pour le garantir, il faut être sûr que la requête ne permet pas de remonter à vous. Et en fait, c'est un problème mathématique extraordinairement compliqué. Et donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et nous, en réalité, en fait, on fait des requêtes particulières. C'est la fonction identité, c'est-à-dire on prend tout le jeu de données. C'est la fonction, on fait la requête où on prend tout, sans rien modifier. Mais en fait, c'est un cas particulier. Ce que l'on fait est un cas particulier de la question que se posent les GAFAM. Alors, donc là, je reprends l'article de Rubin et il y a des papiers récents qui partent de Rubin. Alors, Rubin, c'est donc 1993, ça a 30 ans. Alors, il dit, voilà, on a des datas. Alors, les variables X, c'est par exemple le décès, donc c'est une variable publique, donc on s'en fout. On a les variables INC, ce sont des variables qui sont pas sensibles, et les variables Y, X, ce sont les variables sensibles, et les variables sensibles, on les vire. On les vire, et en fait, on va imputer, et Rubin, il a trouvé des trucs pour imputer, on va imputer les Y sensibles à partir des X et des Y sensibles. Alors, pourquoi pas? Bien sûr, mais on sait bien aujourd'hui que le problème, c'est que c'est très difficile de définir a priori ce qu'est une donnée sensible et ce qu'est une donnée qui n'est pas sensible. En fait, on sait bien que toutes les données sont sensibles. Et ça, on s'en est rendu compte dans les 20 dernières années.
on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait remonter à la source des individus à partir de données qui ont l'air complètement mineures. Et donc, c'est indirectement, oui, un papier de 2018 qui utilise encore l'approche de Rubin et qui compare les différentes méthodes d'imputation. Mais c'est pas complètement satisfaisant pour nous. Alors, c'était du bricolage de stateux. Et donc là, on arrive avec les gens sérieux, c'est-à-dire les gens qui des GAFAM, quoi. Alors, quelles sont les stratégies qu'ils utilisent de base? C'est ce qu'on appelle le cas anonymat. C'est-à-dire là, à gauche, vous avez un jeu de données. Alors là aussi, on va définir des données ultra sensibles, donc le nom et la religion, et là, on vire. Et puis, vous avez des données sensibles qui sont en rouge et des données pas sensibles. C'est-à-dire pas identifiantes du tout. Par exemple, la maladie, ben, même si savoir que quelqu'un a un cancer, c'est grave, mais savoir juste le cancer, en fait, ben, ça peut permet pas. Il y a tellement de gens qui ont des cancers que on peut pas remonter à l'individu. Mais encore une fois, de mon point de vue, on peut pas dire ça. Mais en tout cas, dans leur façon de définir le cas anonymat, c'est ça. Et alors, vous voyez, donc, il y a 3 variables sensibles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regroupent. Vous voyez, au lieu de mettre l'âge, ils font des catégories d'âge. Et alors, à ce moment-là, ils s'arrangent comme ça à regrouper les variables de façon à ce que, alors le 3 anonymat, par exemple, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 sujets qui aient les mêmes combinaisons de caractéristiques sensibles. Donc, du coup, ça garantit une forme d'anonymat. C'est-à-dire, les gens sont noyés, un individu, en fait, est noyé dans un cas groupe. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé sur Google Cloud, ils revendiquent une privacy avec un cas anonymat. Alors qu'il y a des papiers qui disent que ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut montrer qu'on peut casser un cas anonymat. Parce que pourquoi? Alors, mon interprétation en termes de statut, c'est qu'en fait, toutes les variables sont potentiellement sensibles, ça, c'est une réalité, et que si vous avez 500 variables, en fait, c'est juste pas possible de fabriquer des paquets qui sont suffisamment étroits où il y a 3 ou 4 personnes qui sont dans les mêmes paquets à chaque fois. Vous voyez, si vous faites toutes les combinaisons des 500 variables, forcément, vous n'aurez qu'une personne, même, à moins de faire des regroupements énormes, et à ce moment-là, on perd toute information. Donc, le cas anonymat, c'est pas considéré comme un truc sérieux. Alors, le papier, moi je trouve, alors j'ai pas fait une revue complète historique, hein, mais le papier béton du domaine qui définit la notion de differential privacy, qui est la notion qu'on trouve partout aujourd'hui dans le domaine. C'est un papier de Céline Dwork, je crois, qui est une matheuse de Microsoft, qui a écrit ce papier, qui est accessible en ligne gratuitement. Et en fait, c'est de la cryptographie. Et or, je ne sais pas si vous connaissez le domaine de la cryptographie, c'est horriblement compliqué. C'est des maths extrêmement sophistiquées et c'est un microcosme mathématique. Quand on n'est pas au fait de leur jargon, c'est difficilement accessible. Donc, le papier est compliqué, mais on peut quand même en tirer quelque chose. Alors, ce qui est intéressant au début, c'est l'introduction. Alors, elle dit, il faut quand même définir ce qui serait interdit quelque part à partir d'un jeu de données. Alors donc, il y a un auteur qui définit la semantic security, donc sécurité sémantique, et il dit voilà, en principe, on ne devrait pas accéder à un dataset si on est capable d'apprendre quelque chose de quelqu'un sans l'accès au dataset. C'est assez beau comme voilà le dataset, il est je ne devrais pas pouvoir le donner comme ça si je suis capable d'apprendre quelque chose sur quelqu'un avec ce dataset. Alors le problème, c'est que ça, c'est impossible. Il faut arrêter de faire toute l'épidémiologie. Parce qu'en fait, nous, on a un dataset et on veut montrer que avoir une obésité, c'est un facteur de risque de maladie cardio-vasculaire. Eh ben, du coup, si je vois quelqu'un qui est en surpoids, eh ben, je sais qu'il a plus de risques d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, j'apprends quelque chose sur lui à partir de ce qu'il y a dans le dataset et à partir même de ce qui est écrit dans la publication à partir du dataset.
Mais c'est notre métier de faire ça. C'est notre métier de pouvoir donner des informations sur des gens qui n'existent pas sans le dataset. Donc, la sémantique security est impossible. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le démontre mathématiquement dans son papier. Il y a 3 pages de démonstration qui dit qu'en fait, sémantique security, c'est impossible. Donc, la science ouverte est impossible. Et même, on s'arrête de faire de l'épidémiologie. Donc, alors là, c'est là que, donc elle dit, donc on va contourner, on va jamais pouvoir faire ça, on va le contourner et on va faire quelque chose, alors qui est vraiment bizarre. Donc, plutôt que de faire une garantie absolue, on va faire une garantie relative. Et alors, on va dire qu'en fait, et c'est ça comme ça qu'elle définit la differential privacy, c'est que je donne mes données à Google. Un assureur fait une requête et en tire des conclusions sur toutes les données de Google. Et elle va dire, voilà, imaginons que si j'enlève juste mes données à moi de Google, ça ne change quasiment rien à la conclusion de l'assureur. Alors du coup, mes données ne servent à rien, donc du coup, en fait, je peux les mettre dedans puisqu'elles ne changent quasiment pas à la conclusion. Donc que mes données soient dedans ou pas, ça n'a pas d'impact. Donc du coup, quelque part, mon information est négligeable. Donc du coup, elle peut être donnée. Alors, moi, honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange. Mais c'est comme ça qu'elle définit la differential privacy. C'est-à-dire, un jeu de données, alors le jeu de données, c'est une requête. Hein. Une requête peut être faite à la condition que chaque sujet qui est dedans a un impact minimal à un epsilon près sur le résultat de la requête, quelle que soit la requête. Ça, c'est vrai dès lors qu'il y a un cours. Alors, c'est vrai, mais encore faut-il savoir le epsilon, quoi. Encore faut-il savoir. Et puis, ça dépend de la requête. Et puis, parce qu'un sujet pourrait avoir des caractéristiques extraordinaires d'être un outlier et modifier complètement le sens du résultat. Et alors là, il y a donc voilà la définition formelle de ce que je viens de dire. La définition formelle, d'ailleurs, entre nous, il faut un certain temps pour se rendre compte que mathématiquement, ça veut bien dire ce qu'elle disait. Mais alors, le théorème qu'elle dit, il y a un théorème après, c'est que elle dit voilà comment obtenir une epsilon differential privacy. Il suffit d'ajouter à chaque variable un bruit qui correspond à une distribution de la place, et en fonction de l'écart type de cette distribution de la place, je peux garantir le epsilon. Voilà. Donc c'est un résultat mathématique extrêmement fort, c'est que, alors, on peut critiquer la notion de differential privacy, mais j'ai l'impression que dans leur optique à eux de privacy, ça fait sens. Alors que je viendrai pour la conclusion, pour nous, ça fait pas sens. Voilà, pour nous, pour nos données à nous, ça fait pas sens, mais pour les GAFAM, ça fait sens. Et alors, l'énorme avantage, c'est qu'il y a un théorème, c'est-à-dire qu'elle peut garantir avec son bruitage, elle peut garantir l'epsilon differential privacy. Et donc, ce truc-là, comme c'est quasiment une des seules techniques qui garantit quelque part une forme d'anonymat, ça a eu un succès énorme. Alors néanmoins, c'est critiqué parce que tout dépend du epsilon. Et il y a plein d'auteurs qui montrent que en pratique, si le jeu de données est plus ou moins important, eh ben en réalité, et pour avoir un epsilon suffisamment acceptable, il va falloir que le bruit qu'on met est énorme et du coup l'utilité du jeu de données chute. Donc la differential privacy est critiquée. Et en plus, de mon point de vue, pour nous, je suis pas sûr que ça fasse sens parce que c'est pas nous ça qui nous interroge. C'est que nous, on souhaiterait que proposer un jeu de données qui a été modifié, mais que l'on ne retrouve pas dans le jeu de données les sujets originaux. C'est un peu ça qu'on souhaiterait, que ce soit des sujets différents. Alors,
Du coup, là je mets quels sont les objectifs. Donc, un, c'est de permettre les collaborations. Donc, il faut que le jeu de données, alors qu'il soit comment? Ben, qu'il soit quand même suffisamment proche du jeu de données initial, parce que sinon, il n'y a pas de collaboration. Qui respecte la privacy, c'est-à-dire le RGPD. Et, alors ça, c'est une contrainte que n'ont pas les GAFAM. Nous, on doit aussi respecter l'intégrité scientifique. Ça veut dire quoi? C'est que si on met nos jeux de données un peu modifiés dans le domaine public, vous savez très bien qu'on peut pourrir un jeu de données en analysant tout et n'importe quoi. On le pourrit, quoi. C'est que nous, normalement, quand on analyse un jeu de données, on a des hypothèses a priori, on est hypothético-déductif, on a des hypothèses, et en fonction de l'hypothèse, on va construire un modèle qui va permettre de répondre à l'hypothèse. Et vous savez que ben, si vous êtes une brute épaisse, vous explorez tout et vous dites a posteriori, ah ben c'était bonne hypothèse, et en fait, voilà ce que j'ai trouvé. En fait, c'était pas votre hypothèse. Vous avez fait juste de la pêche à la ligne. Et ça, c'est une catastrophe scientifique. Et donc, nous, on peut pas, ok, les collaborations, mais pas pour pourrir des jeux de données qui ont coûté énormément d'argent et qui ont demandé beaucoup d'efforts aux patients qu'on a inclus dans les études. Donc, du coup, notre façon de concevoir la science ouverte, c'est pas la même chose que les GAFAM. Et c'est pas la même chose. Vous voyez, par exemple, l'open science, au début, c'était fait pour les données de recensement américaines. C'est que le recensement américain, il voulait donner tout le recensement aux chercheurs en sciences sociales pour qu'ils puissent analyser les données de recensement. Et donc, les données étaient vraiment susceptibles d'être disponibles en libre accès. Alors que nous, ça n'est pas le cas. Nous, ce que l'on propose, c'est que le jeu de données fabriqué ait la même distribution conjointe des variables, mais que ça ne soit pas les données originales. Donc, le jeu de données a la même forme en termes de data, il a la même distribution conjointe, mais ce sont des sujets artificiels. Et donc, tous les gens sur la planète peuvent tenter des analyses, et s'ils se rendent compte que cette analyse répond à une question scientifique pertinente avec un résultat qui potentiellement serait intéressant, alors ils contactent le chercheur du CESP qui prend le script du collègue qui a fait les analyses, qui le fait tourner, lui, sur les vrais data, sur les serveurs du CESP, et ils font une collaboration avec un petit contrat en disant, ben voilà, toi, tu as eu l'idée, tu as fait les scripts, moi, j'ai les datas, on va écrire l'article, si les résultats sont intéressants, on mettra nos noms en premier, en deuxième, etc., etc., et puis ça sera une collaboration, moi ayant les données, toi ayant l'idée et le code. Et donc, du coup, ça fait un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin que les données soient extrêmement proches du jeu de données initial. On a juste besoin que la distribution conjointe soit suffisamment proche pour que ça soit quand même un peu intelligible. Mais c'est surtout la forme du jeu de données qui doit être la même. Voilà. Alors, comment ça se passe? Alors, ce qu'on va faire, c'est on va générer aléatoirement des données à l'aide d'un échantillonneur de Gibbs. Donc, c'est un peu la même, je vais bientôt finir, c'est un peu la même approche que Rubin. C'est-à-dire qu'on prend le jeu de données, dessous, on met autant de sujets qui n'ont que des données manquantes. On impute les données manquantes du nombre des sujets qui sont complètement en données manquantes. Et puis après, on vire les vraies données. Et donc, on a fabriqué des données complètement aléatoires. Et l'échantillonneur de Gibbs garantit que la distribution conjointe est la même. Alors, néanmoins, il se peut que par hasard, l'échantillonneur de Gibbs tombe dans un minimum local qui correspond à un vrai sujet du jeu de données original. Et donc, on borde ça par ce qu'on appelle une Key Neighborhood Privacy, c'est que voilà, je définis une distance entre deux sujets. Alors la distance, je rentre pas, comme le temps passe, c'est une distance L1 sur des variables normalisées. Alors la Key Neighborhood Privacy, c'est quoi? Eh bien, si on a le sujet imputé numéro I s'appelle input I, donc ça c'est le jeu de données imputé. Je prends le sujet authentique de J de I, qui est le plus proche possible du sujet imputé. Alors, si cette distance,
la plus petite possible entre le sujet imputé et un des vrais sujets, est plus petite que le max de la distance entre deux vrais sujets, dont l'un est le sujet J de I, alors on vire ce sujet, le sujet input I, parce qu'on considère qu'il est trop proche d'un vrai sujet. Comme ça, on garantit que les sujets imputés sont plus éloignés que les K-1 sujets du vrai jeu de données qui sont les plus proches du sujet qui est le plus proche du sujet imputé. Donc, c'est ça qu'on appelle une neighborhood privacy, c'est que je garantis que tous mes sujets imputés sont plus loin qu'un voisinage autour de tous les sujets vraiment présents dans le jeu de données. C'est la garantie qu'on donne. Alors, je crois que c'est ma dernière slide. Bien sûr, ça ne peut pas garantir et ça ne pourra jamais garantir que l'on ne trouve pas, par hasard, un vrai sujet. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du singe savant. Vous mettez un singe devant une machine à écrire, il y a une probabilité non nulle qu'il écrive toutes les œuvres de Shakespeare du début jusqu'à la fin. Voilà. On ne pourra jamais montrer, c'est absurde, ça n'est pas possible, sauf qu'on ne peut pas montrer que ça n'est pas possible parce qu'il y a une probabilité non nulle. Voilà. Donc, on ne peut pas demander à un algorithme qui génère des sujets aléatoires, même avec des protections contre une proximité trop grande, de garantir toute forme de sécurité parce que c'est impossible. Voilà. Et donc, encore une fois, si l'on demande l'impossible, alors du coup, on s'arrête de travailler et on ne peut plus rien faire. Et donc, je pense que ce qu'on propose là permet quand même de verrouiller au maximum ce que la RGPD serait susceptible d'accepter. Mais je sais que c'est discutable.